Jacques Gauthier, qui est le vice-président de l'association, très actif, et qui nous fait le premier sujet sur ces fameuses colonnes de Saint-Tropez. Il y a même un tropézien qui est venu savoir comment ça se passait. À toi, Jacques. Merci, André. Cette conférence, ce matin, est d'actualité parce que j'ai eu la surprise, en ouvrant la lettre du patrimoine de la Garde-Freinet, de trouver un article qui a été rédigé sur le même thème que je vais vous présenter ce soir. Depuis des siècles, devant le port de Saint-Tropez, les pêcheurs avaient repéré des blocs de pierre de forme arrondie qui gisaient à cet endroit. Là, il y a le cimetière de Saint-Tropez, le port. Et les pêcheurs avaient attribué ces pierres au moulin qui se trouvait sur la colline du Moulin Blanc, en disant, bah oui, sans doute un bateau qui transportait des roues de moulin et qui a sombré à cet endroit. Voilà donc dans les années 50, ce qu'on pouvait voir de la surface, donc des blocs de pierre, ici, et un relevé effectué par le club alpin et sous-marin de Cannes en 1950. Je vais expliquer pourquoi ce club alpin et sous-marin est venu à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, il y avait un monsieur qui s'appelait Albert Cocos, qui était le secrétaire de la Société archéologique et historique de Saint-Tropez. Et il était aussi amateur de chasse sous-marine. Et il est allé plonger sur ces blocs de pierre, puis il s'est aperçu qu'en fait, ce n'étaient pas des roues de moulin, mais des blocs de marbre qui gisaient par là. Donc il va faire une déclaration à la direction des antiquités, qui était dirigée à l'époque par Ferdinand Benoît. Et il y a une polémique avec un certain prince Alessandro Ruspoli, un prince italien, qui dit non mais moi, ces blocs de marbre, je les avais déjà repérés en 1948. Mais ce prince était surtout connu pour ses performances auprès des femmes plutôt que pour la plongée sous-marine. Donc le club alpin sous-marin de Cannes va venir faire l'inventaire de ce site. Donc il y a 8 tambours de colonnes épanelés. Pourquoi on n'aime pas ce terme épanelé? C'est parce que lorsque on extrait les blocs de marbre des carrières, ils n'ont pas leur forme définitive, simplement une ébauche. Ensuite, ces blocs sont terminés sur place lors de l'élévation du temple pour lequel ils sont destinés. Donc ces blocs, ces tambours de colonnes épanelés font un diamètre de 1,80 m et d'une hauteur de 1,70 m à 1,95 m. Il y a un tambour à hélicelle de diamètre de 2 mètres. Il y a 3 bases de colonnes, il y a une architrave, divers éléments de marbre. Ce sont environ en tout 200 tonnes de marbre. Alors ça, c'est un inventaire qui avait été dressé par Jean-Pierre Brun lorsqu'il a fouillé la villa des Platanes. Mais Jean-Pierre Brun avait oublié un bloc qui se trouvait à Saint-Tropez. Il s'est contenté de faire l'inventaire des blocs qui ont été remontés à Fréjus. Donc, ce club alpin venant de Cannes, il y a Henri Boussard qui va effectuer des photos sous-marines avec un caisson qu'il a mis au point. Donc c'est un caisson en alliage. Donc c'est un caisson sous-marin, donc en alliage d'aluminium. À l'intérieur, il a placé un appareil qui venait de sortir à la fin des années 50, au début des années 50, pardon. Il s'appelait Focasport. Et pour faire le joint entre les boutons de commande, tout ça, il a émis des morceaux de tuyaux de robinet. Et cet appareil photo sera commercialisé plus tard par la Spirotechnique. Voilà donc les photos prises par M. Broussard. Donc là, il identifie cette pièce comme un chapiteau dorique, et en fait, ce n'est pas un chapiteau dorique, c'est une base de colonne. Maintenant, on la voit remonter à Fréjus.
l'architrave, donc, qui était sous l'eau, et la même déposée à Fréjus à proximité des arènes. Et pour situer l'architrave sur un temple, c'est la partie horizontale qui est juste au-dessus du haut des colonnes. Voici un exemple de temple du Forum de Rome, où on peut voir les colonnes remontées, les architraves, et là il y a des chapiteaux corinthiens et doriques. Toujours des tableaux de colonnes sous l'eau. Et voici la grue de la barge qui va relever ces éléments. Parce que dans les années 50, il y a une barge qui avait été amenée sur le port de Saint-Tropez pour reconstruire le port, qui avait été dynamité au moment du débarquement par les Allemands pour éviter qu'il soit utilisé par les Américains. Et donc en 1951, il y a la société d'Audin qui est venue avec une barge pour reconstruire le port de Saint-Tropez. Et donc le club alpin sous-marin de Henri Broussard et Albert Cocos vont demander à cette société de relever les éléments qui gisent au fond de l'eau. Donc ça a pris, ils ont relevé tous ces éléments à environ 3 opérations. Alors à l'époque, cette société là, de relevage travaillait avec un scaphandrier. Donc on voit ici le scaphandrier qui est avec la casquette, qui a levé son casque, et ici la pompe qui servait à alimenter le scaphandrier sous l'eau. Ce scaphandrier va être chargé d'élinguer tous ces éléments de colonne, aidé par les plongeurs autonomes du club alpin sous-marin de Cannes. Voici le port de Saint-Tropez en 1947. Vous voyez donc que c'est cette jetée qui est là, qui avait été dynamitée. On voit qu'il y avait de nombreuses brèches. Et pour ça, donc, ils avaient amené une barge à Saint-Tropez. Et donc tous ces blocs de marbre ont été déposés ensuite à proximité du phare vert en 1900. Donc on voit cette photo qui a été prise en 1955. Les blocs sont au bout de la jetée, au bout de la flèche. Donc ils vont y rester quelques années. Et en attendant de savoir ce qu'on va en faire. Alors Ferdinand Benoît, qui était directeur d'Antiquité d'époque, avait proposé à la mairie de Saint-Tropez de remonter ces éléments de colonne sur le port. Puis ça va traîner pas mal d'années. Voilà cette cargaison déposée à terre. Alors tous ces blocs de colonne vont servir un peu de pissotière pendant pas mal d'années au bout du port. Et justement, j'ai une anecdote à vous raconter. Lors d'un conseil municipal, je ne me souviens plus lequel, de Saint-Tropez, le maire de Saint-Tropez, pour résoudre ce problème d'urinoir sur le port, a proposé à ses conseillers, dit, on va construire des Vespasiennes à proximité du musée de l'Annonciade. Et là, il y a un conseiller municipal qui se lève dans la salle, il dit, je ne comprends pas pourquoi on veut élever un garage Vespa à proximité du port de Saint-Tropez. Voilà toujours des photos d'époque de cette cargaison déposée à terre. Et le dernier tableau de colonne va être relevé en 1992, à l'initiative d'Alain Spata, qui était le maire de Saint-Tropez à l'époque, et qui voulait organiser un musée d'archéologie sous-marine à la Citadelle. Mais bon, ce projet n'a pu être mené à bien. Et donc aujourd'hui, ce bloc de colonnes se trouve
à la sortie de Saint-Tropez, là, au quartier du Pilon. Et voici là aujourd'hui ces colonnes exposées à Fréjus depuis 1968. Entre-temps, avant qu'elles soient remontées à Fréjus, il y a eu de multiples propositions, entre autres M. Spoiri, qui est le promoteur de Port-Grimaud, voulait récupérer ces colonnes pour les remonter sur le site actuel de Port-Grimaud, pour donner une légitimité antique à cette cité lacustre. Il y a le musée de Lumini aussi, l'université de Lumini aussi, à Marseille, qui voulait récupérer ces colonnes. Et puis en 1969, ces colonnes ont été classées à l'inventaire du monument historique. En 2005, il y a Anne et Jean-Pierre Joncheret, deux membres de l'association Récits de Fabre, qui ont été chargés d'expertiser le site pour voir s'il n'y restait pas des vestiges sur le fond. Et en fait, ils n'ont retrouvé que l'empreinte d'une colonne de marbre qui, par les mouvements de la mer, avait usé le fond rocheux. Mais malheureusement, bon, ils n'ont rien trouvé d'antique. Alors, dès le début, Fernand Benoît dit que compte tenu de la dimension de ces colonnes de marbre, ça peut venir que de Carrare, en Italie. Et de même que ça peut être dessiné qu'à un temple très important du sud de la Gaule. Et au 1er siècle de notre ère, le seul temple important qui existait dans le sud de la Gaule, c'était le temple de Narbonne. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Donc, ce navire est parti là, de Carrare, du port de Luni. Et là, il y a d'autres personnes qui vont proposer d'autres solutions. Entre autres, un conseiller municipal de Saint-Tropez, M. Rosati, qui en 1954, il dit « Moi, j'ai trouvé dans les archives de Saint-Tropez une lettre du préfet du Var, datée de 1813, qui dit qu'il y a une cargaison de marbre qui provient d'Italie, qui va faire escale dans le port de Saint-Tropez, et il faudra attendre mon ordre pour que cette cargaison de marbre reparte. Et d'après lui, ces marbres avaient été récupérés en Italie et destinés par Napoléon à être remontés sur Paris. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, ces marbres auraient pu être destinés au temple de Tarragone en Espagne. Mais lorsqu'on regarde les vestiges du temple de Tarragone en Espagne, les dimensions des colonnes sont beaucoup plus petites que celles qu'on a trouvées à Saint-Tropez. Donc en fait, la seule hypothèse qui tient la route, c'est le temple de Narbonne. Et récemment aussi, par notre ami Gaëtan Congès, il m'a fait part d'une information aussi, qu'il y avait encore une autre hypothèse qui avait été lancée par monsieur Louis-Pierre André, qui est architecte et archéologue, qui lui prétend que ces colonnes étaient destinées à la restauration du temple grec de Marseille. Mais à Marseille, on n'a pas retrouvé d'éléments probants permettant de confirmer cette hypothèse. Donc Fernand Benoît, qui dit que cette cargaison était destinée à la construction au 1er siècle, ou alors construction du temple de Narbonne au 2e siècle, entre 145 et 149. Alors Joseph Rosati, qui était conseiller municipal et aussi président de la Société historique et archéologique de Saint-Tropez, qui lui dit que ces colonnes pourraient être d'origine napoléonienne. Voilà.
Ensuite, il y a Vincent Perret qui publie en 1956 une étude sur les vestiges du Capitole de Narbonne. Et il reprend l'hypothèse de Fernand Benoît, qui dit bon, que ces colonnes ne pouvaient être destinées qu'au temple du Capitole de Narbonne. Certains auteurs donc contemporains ont émis l'idée que cette cargaison aurait pu être destinée au temple d'Auguste à Tarragone en Espagne. Et ensuite, il y a Yvan Maligorne et Stéphanie Zumeyer. Donc Yvan Maligorne est professeur d'histoire à l'Université de Bretagne. Et Stéphanie Zumeyer, elle, est architecte du patrimoine. Ils sont tous deux spécialistes d'architecture antique. Et ils ont étudié donc les vestiges du temple de Narbonne et les blocs de marbre de Saint-Tropez. Ils disent que cette cargaison de marbre de Carrare daterait plutôt de l'époque augustéenne, c'est-à-dire du 1er siècle après Jésus-Christ, et était bien destinée au temple de Narbonne, mais pas sa reconstruction au siècle suivant. Parce qu'en 145 après Jésus-Christ, le forum là, de Narbonne a été incendié, a subi un incendie. Alors il y a certains auteurs qui disent que ces marbres auraient pu être destinés à la restauration de ce temple. Et il y a des auteurs anciens, entre autres Ozone, qui évoquent l'existence de ce temple du Capitole à Narbonne, mais lui dit qu'il est en marbre de Paros. Alors que c'est certain, les marbres du temple de Narbonne, c'est bien du marbre de Carrare. Et qu'il était si grand, ce temple, qu'il était capable de rivaliser avec celui de Rome. Donc ce navire qui est parti là, de Luni, avec sa cargaison de 100 tonnes, d'après les auteurs qui se sont intéressés à la navigation antique, les navires naviguaient à une vitesse moyenne de 4 nœuds. Donc pour faire le trajet de Luni à Narbonne, il aurait mis ce bateau 5 jours de navigation. Et il pratiquait une navigation plutôt hauturière pour ce type de cargaison. Voici une restitution donc, du temple de Narbonne, d'après l'étude qu'a réalisée Vincent Perret en 1956. Et les colonnes, donc, on a pu voir, étaient installées à cette place-là. Il y avait une double rangée de colonnes. À l'intérieur, donc, il y avait 3 salles. Donc, la salle principale, 3 salles, on appelle ça des cellas. Une consacrée à Jupiter, une autre à Minerve et l'autre à Junon. Donc ce temple est grandiose, il fait 48 mètres de long, 36 mètres de large et à peu près 13 mètres de haut. Donc on a retrouvé son emplacement sur la colline des Moulis-Sanières, où on a retrouvé les vestiges de l'emplacement de toutes les colonnes et du podium. Le podium, donc, c'est la partie sur laquelle repose le temple en surélévation. Voici une restitution donc, de ce temple de Narbo Martius, d'un auteur inconnu. Par comparaison, voici la maison carrée de Lille. Donc on a vu récemment, lors de notre sortie pour voir le spectacle de Spartacus. Donc, ce temple fait 26 mètres de long, 15 mètres de large et 17 mètres de haut. Et voici le Parthénon en Grèce, donc, qui est beaucoup plus ancien, puisqu'il date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il fait 70 mètres de long, 31 mètres de large, 14 mètres de haut. On va s'intéresser aux caractéristiques du navire qui transportait cette cargaison. Donc pour une charge d'environ 200 tonnes, on peut estimer que le bateau mesurait 30 mètres de long, 5 à 6 mètres de large, et avec un tirant d'eau de 2,50 m. Probablement il s'agit d'un navire lapidaire, parce que Pline dit que les négociants en marbre employaient de lourds bateaux construits à cet effet.
Ce qui le fait entrer dans la catégorie des moyens tonnages pour l'Antiquité, puisque certains navires, comme celui qui a été trouvé dans la rade de Gien, faisaient 42 mètres de long, 9 mètres de large, et pouvaient transporter 10 000 amphores, soit 400 à 500 tonnes de charge. C'est spécialiste de l'architecture navale antique, Tchernia et Pommier, qui donne ces chiffres-là. Voici une représentation de navires antiques, donc du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ, donc de la même époque que notre épave de Saint-Tropez. Donc ce sont des navires qui sont propulsés principalement à la voile. Ce sont des voiles carrées, avec une petite voile à l'avant qui sert à stabiliser le navire. Et à l'arrière, donc pour diriger le navire, il n'y a pas un gouvernail des tambours, mais deux sortes de rames situées de chaque côté de la coque pour diriger le navire. En cas de mauvais temps, ces navires, donc, avec leur voile carrée, ne pouvaient. Ils avaient des navires optimales lorsqu'ils naviguaient avec le vent par l'arrière. Ils avaient beaucoup de mal à remonter au vent. Alors, ils avaient trouvé un système qui va préfigurer la voile latine. C'est qu'en cas de mauvais temps, pour réduire la voilure, ils inclinaient le support de la grande voile et ils remontaient une partie de la voile pour faire une voile triangulaire. Ça leur permettait de remonter un peu au vent. Et après, à partir du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, on va trouver ce type de voile triangulaire dans toute la Méditerranée, principalement à l'initiative des navires arabes. Et voici une reconstitution, j'ai essayé de représenter ce navire avec sa cargaison de marbre dans la cale. Donc environ 250 tonnes de port en lourd, 30 mètres de long, 6 mètres de large et 2,50 mètres de tirant d'eau. La cale est entièrement ouverte. À l'arrière, il y a une cabine qui est aménagée pour que l'équipage puisse se reposer et se restaurer. Et sur le port d'Ostie, qui était le port antique de Rome, on a retrouvé sur une mosaïque, la mosaïque des corporations, une concernant Narbonne, qui représente donc un navire rentrant dans le port de Narbonne, avec sans doute le phare qui marquait l'entrée du port. Et sur cette mosaïque, on voit bien les deux rames qui sont à l'arrière, qui servent à diriger le bateau. Alors, ce navire qui a coulé devant le port de cimetière de Saint-Tropez, on a retrouvé sur le forum de Narbonne une plaque de marbre avec un texte qui dit que c'est Fadis Musa Navicularius à Narbonne qui a armé ce navire de colonnes de marbre pour reconstruire le temple de Narbonne. Mais cette inscription est contestée par les deux spécialistes que j'ai cités à peine, Ivan Maligorne et Zygmeyer. Les conditions de navigation de ces navires de l'Antiquité, comme j'ai précisé à peine, ils naviguaient en moyenne à 4 nœuds. 3 types de navigation étaient pratiqués. Le cabotage côtier, donc les bateaux allaient de port en port pour charger ou décharger de la marchandise. Soit une navigation segmentée, c'est-à-dire que pour des longs parcours, ils faisaient des escales techniques. Bon, au bout de 4-5 jours de mer, le bateau qui partait d'Ostie s'arrêtait à Marseille ou à Lobia
pour se ravitailler. Et ensuite, la navigation hauturière, ce qui est le cas de notre navire. Les navires antiques ne naviguaient pas toute l'année. Il y avait une période hivernale où c'était la marée closum, donc d'octobre à novembre et de mars à avril. Il n'était pas recommandé aux navires de sortir en mer à cause du mauvais temps. Donc, si ce navire a coulé, on peut supposer que c'était pendant la période d'avril à octobre où il a coulé. Compte tenu de la distance à parcourir, environ 300 000 nautiques, ce navire partant de l'Uni pour navire, Bormond, allait effectuer cette traversée sans escale en 5 jours. Pour quelle raison s'était rapproché du golfe Saint-Tropez après 2 jours de mer? Erreur de navigation, avarie, mauvais temps. On ne sait pas trop, donc il n'y a que des hypothèses. Il y a M. Malicorne, lui, qui prétend que ce bateau est venu se réfugier dans le port de Saint-Tropez. Les textes anciens, entre autres l'itinéraire d'Antonin, qui a été rédigé vers le IVe siècle après Jésus-Christ, donne une description de toutes les escales que pouvaient faire les navires le long de la côte en Méditerranée. Et dans ce texte de l'itinéraire d'Antonin, il ne cite pas de port dans le golfe Saint-Tropez. Il y en a un à Fréjus, il y en a un avec la Cabaria, on suppose que c'est Cavalère. Mais dans le golfe Saint-Tropez, il ne cite qu'un lieu d'échouage qui se situe dans le Sinus Sambracitanus. Voilà donc la route suivie par ce navire lorsqu'il est parti de l'Uni et qui est venu s'échouer devant le cimetière de Saint-Tropez. Donc là, moi j'ai une hypothèse que je vais vous soumettre. Donc pendant la période estivale, il y a des vents réguliers qui soufflent d'est à l'ouest. C'est ces vents qui sont utilisés par les navires antiques pour ce type de navigation, pour aller d'Ostie ou de l'Uni à Narbonne, parce qu'ils ont le vent dans le dos. En général, pendant la période estivale, il n'y a pas beaucoup de tempêtes, mais parfois il peut y avoir des coups de Mistral. Alors le Mistral, c'est gênant, parce qu'au large, la mer se creuse, et si on veut naviguer pendant les périodes de Mistral, il faut se rapprocher des côtes. L'été aussi, il peut y arriver aussi des coups de vent d'est. Alors le vent d'est, c'est le vent qui, comme son nom indique, vient de l'est, souffle vers l'ouest, qui creuse la mer, et si on se rapproche trop des côtes, on risque d'avoir des problèmes. Alors moi je pense, c'est une hypothèse personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, que le navire, donc venant de l'est, s'est rapproché de la côte à cause du mauvais temps, est venu heurter les hauts fonds de la côte des Sardinaux, et ensuite porté par le courant et par le vent, il est venu s'échouer devant le cimetière de Saint-Tropez. Ou alors, après avoir quitté les rochers des Sardinaux, avec le peu de manœuvres qu'il leur restait à pouvoir effectuer avec l'eau qu'ils avaient embarquée, ils ont peut-être décidé de venir s'échouer devant le cimetière de Saint-Tropez pour permettre à l'équipage de regagner la terre. Dans ce secteur, il y a d'autres épaves. On retrouve l'épave de la Radio qui a été fouillée par Jean-Pierre Joncheret. Et c'est une épave qui date du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est une cargaison d'amphores et un petit bateau. La zone située entre la Croix et la balise de la route aussi, ça peut être une zone de mouillage dans l'Antiquité, parce qu'au fond, on trouve plein d'amphores isolées, éparses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les navires antiques évitaient
de venir mouiller dans le golfe Saint-Tropez. Bon, premièrement, il n'y avait pas de port. Deuxièmement, c'est un piège. Si, pour un navire à voile qui est peu manœuvrant, par l'administration, s'il se mouille dans le golfe Saint-Tropez, le vent, s'il accrochasse, il risque de venir s'échouer sur la côte du côté de Saint-Tropez. Si le navire est au mouillage dans le golfe Saint-Tropez par un coup de vent d'est, s'il accrochasse, il va venir s'échouer au fond du golfe Saint-Tropez, dans la zone de Port-Rigaud. On n'a jamais trouvé d'épave antique dans le golfe Saint-Tropez. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a une sédimentation très importante dans le golfe qui est due donc, à la rivière de la Juisque, au Béconite. Donc s'il y a un navire antique qui a coulé au 1er siècle après Jésus-Christ, il aurait été rapidement recouvert par les sédiments. Ça fait qu'aujourd'hui, bon, on ne retrouvait plus de traces. Donc il faudrait qu'il y ait des travaux de dragage importants dans le golfe Saint-Tropez pour éventuellement retrouver des traces de navires antiques. Moi, dans les années 60, à Beauvallon, en ramassant les oursins, à peu près à 100 mètres du bord, par 5 mètres de fond, moi j'ai trouvé une tuile romaine isolée. Il y avait rien d'autre autour. A priori, c'est le seul vestige antique qui a été trouvé dans le golfe Saint-Tropez. Les nombres qui sont inscrits, ce sont les profondeurs? Oui, c'est une courbe de niveau là. Donc le navire, l'épave du navire, gisait par moins de 10 mètres de fond. Voilà, donc c'est une hypothèse qui aurait pu causer la perte de ce navire. Voilà donc une bibliographie d'ouvrage consacré à l'épave de Saint-Tropez. Lorsque j'ai commencé à préparer cette conférence, je me disais, bon, je ne trouverai pas grand-chose. Et à un moment donné, dans mes recherches, j'étais obligé de m'arrêter devant la masse d'informations que j'ai pu recueillir. Et donc, merci à Pierre Achard, qui est dans la salle, de m'avoir raconté des anecdotes sur le vécu. Oui, puisque lui, il a assisté de visu à l'enlèvement de ces blocs de marbre. Plongé dessus. Oui, plongé dessus, oui. Et à Chérine et Guébara, et à Claude et Guébara, au service du patrimoine d'archéologie et Fréjus, pour la documentation qu'ils ont bien voulu mettre à ma disposition. Jean-Pierre Chauret, qui m'a passé les photos prises par Henri Broussat. Yvan Maligorne de l'UBO de l'Université de Bretagne, qui avait réalisé il y a quelques années une conférence consacrée à cette épave de marbre, et donc il m'a transmis ces informations. Laurent Pavlidis, qui est conservateur du musée de la Citadelle. Alain Spada, qui est ancien maire de Saint-Tropez, conseiller général, et qui m'a envoyé la photo là, de la colonne, la dernière colonne de marbre qu'il avait fait sortir là, de Saint-Tropez. Voilà, donc pour conclure cette conférence, la seule chose dont on est certain, bon, c'est bien du marbre qui vient de Carrare, qui a été embarqué au port de Luni et qui a été destiné au temple de Narbonne. Après, tout le reste, ce sont des hypothèses. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions à me poser, je vais essayer d'y répondre. L'étude architecturale des colonnes de marbre du temple de Narbonne qui ont permis d'attribuer les colonnes trouvées à Saint-Tropez donc à cette destination. Les trous qui sont dans les colonnes, c'est oui. Des coquillages. Oui, donc ce sont des coquillages lithophages qui ont percé de centaines de milliers de trous le marbre. Alors, ces colonnes, bon, j'ai dit là, au début qu'elles faisaient à peu près 1,80 m de diamètre. Donc il y a un surplus de matière qui était laissé autour de ces éléments.
Et ensuite, arrivé sur place, ces colonnes étaient terminées, c'est-à-dire on réalisait les cannelures, etc., les corniches. C'est pour éviter que lors du transport, si on transportait les colonnes entièrement terminées, il pouvait y avoir des incidents en cours de transport, les colonnes auraient été abîmées et arrivées à leur destination, ça aurait été gênant. C'est pour ça que la pratique, c'était de terminer les colonnes une fois qu'elles étaient arrivées à destination. Et de même que les colonnes étaient ajustées entre elles, les tambours étaient posés les uns sur les autres. Entre chaque tambour, avant de poser le suivant, on mettait du sable et on faisait tourner les colonnes pour réaliser un plan vraiment parfait entre les deux colonnes pour éviter de voir le jouet. Une sorte de rodage qui a été effectué. Et ensuite, entre chaque colonne, à l'intérieur, il y avait un trou carré dans lequel on mettait un point pour centrer les colonnes les unes sur les autres et pour assurer une meilleure rigidité de l'ensemble. Ces colonnes, ces éléments de colonne, ces tambours de colonne, n'ont pas tous la même dimension. Les colonnes sont ont un diamètre beaucoup plus important au bas qu'en haut. C'est pour donner un effet de perspective. De même que les côtés du temple ne sont pas parallèles, ils sont légèrement coniques pour augmenter la perspective aussi. Tout ça, c'était des traditions qui ont été d'abord utilisées par les Grecs, et comme les Romains après ont copié les Grecs, ils ont repris les mêmes techniques. Est-ce qu'à Carrare, dans la carrière, on retrouve des traces de cette activité romaine? Ah oui, bien sûr. Des oui. ateliers? Ah oui. Oui, sur les bas de la carrière, et on retrouve des emplacements qui ont été utilisés pendant l'Antiquité pour sortir tous ces blocs de marbre.